Salut, moi c'est Guillaume Haché. Bienvenue dans 70 minutes avec. Comme promis, cette semaine, j'ai l'immense plaisir de passer 70 minutes avec Julie Daché. Julie est docteur en psychologie sociale et se spécialise dans la question de l'autisme. Elle a publié 2 bouquins que j'ai beaucoup aimés. Le premier, c'est une BD qui s'appelle La différence invisible, qui est super belle et super touchante. Et le deuxième s'appelle Dans ta bulle, les autistes ont la parole, écoutons-les, qui s'inscrit dans une marche qui est beaucoup plus militante. Et ça tombe bien que Julie milite pour les droits des autistes parce que c'est ce qui avait manqué, je trouve, dans les épisodes précédents. Dans l'épisode 18, on avait parlé de l'autisme avec les 2 professeurs Eric Willet et Ghislain Majerotte. Et clairement, leur approche était très médicale et très conservatrice sur certains points, notamment en ce qui concerne l'autisme chez les femmes. Et j'étais sorti un peu mitigé de cette rencontre. D'où ma joie quand Julie a accepté mon invitation. Cet épisode est un de mes préférés depuis longtemps, et je ne dis pas ça seulement parce qu'elle a presque le même nom que moi, et j'espère qu'il vous plaira aussi. C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Julie Daché. Julie, bonjour. Bonjour Guillaume. J'ai un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. J'ai lu ton livre ce mois-ci, et je me suis tout à fait reconnu. Grand sentiment de validation et grand sentiment oui, je me suis reconnu dans ta lutte et dans ton combat. Se découvrir autiste Asperger, c'est une étape importante dans le parcours d'un ou d'une aspi. En parler autour de soi, c'est une autre étape très importante. Toi, tu es allé encore plus loin. Tu as pris la parole publiquement et tu parles de l'autisme dans les médias. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller encore plus loin et à mener ce combat? Alors en fait, ça a été vraiment quelque chose d'assez progressif. Au début, j'ai eu envie d'en parler et de sensibiliser sur la question de l'autisme et à l'époque du syndrome d'Asperger, parce qu'on parlait du syndrome d'Asperger à l'époque, même si maintenant cette appellation elle a disparu des nomenclatures en vigueur. J'ai eu envie de le faire parce que je voulais que les prochaines générations n'aient pas à subir ce que moi j'avais subi, c'est-à-dire l'ignorance notamment des médecins, le harcèlement à l'école par méconnaissance, etc. Et de très grandes difficultés d'adaptation et tout. Donc ça m'a semblé être vraiment nécessaire, mais j'ai commencé très tranquillement avec juste le blog au début et des billets. Puis après, je suis passée à l'étape suivante. J'ai commencé à publier des vidéos, mais toujours pas sous mon vrai nom. Voilà, c'était sous un pseudo, Super Pépette. Oui. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, grâce à ces vidéos, les gens vont pouvoir vraiment voir concrètement à quoi ça ressemble une personne autiste Asperger et peut-être se libérer de certains des clichés qu'ils peuvent avoir en tête. Et puis ensuite, la BD est sortie et là, je me suis dit, il faut que je la fasse sous mon vrai nom. Il n'y a pas de raison, je vais pas rester au placard. Et suite à la BD, voilà, il y a eu les médias, mais ça a vraiment été quelque chose de très progressif, de très conscient, de très réfléchi, parce que c'est pas facile d'être ouvertement autiste, vu la façon dont on considère les personnes autistes. Et voilà, il y a pas que des avantages, mais je l'ai fait vraiment en pensant aux générations futures, en fait, et en me disant que c'était presque un non-choix. C'était vraiment une nécessité pour moi de le faire. D'accord, donc au début, ça t'effrayait un petit peu de le faire sous ton vrai nom, et puis petit à petit, tu y es parvenu. Tout à fait, oui, je pense que il me fallait du temps. Et en fait, au moment où la BD est sortie, la question s'est vraiment posée parce que l'éditeur m'a demandé explicitement, est-ce qu'on met votre nom ou est-ce qu'on met Super Pépette? Qu'est-ce qu'on met? Et je me suis dit, mais je peux pas d'un côté militer et dire que voilà, qu'il n'y a pas de honte à être une personne autiste et qu'il faut qu'on sorte du bois, il faut que nos voix soient entendues, etc. Et de l'autre, moi, publier un ouvrage sous un pseudonyme, enfin là, je voyais un paradoxe et ça m'aurait mis dans un état de dissonance cognitive assez important. Donc je me suis dit, là, il faut y aller, il faut être en cohérence avec mes propos et voilà. Alors, on peut peut-être juste revenir sur ton cas spécifique. Donc, tu es autiste Asperger, on l'a dit. Ton expérience avec l'autisme Asperger, à quoi elle ressemble? Comment est-ce que ça se présente chez toi? En fait, chez moi, c'est un très très grand besoin de solitude. C'est vrai que ça m'épuise d'être en interaction avec des gens. Alors maintenant que je sais ce que c'est que l'autisme et tout ça, je suis capable d'expliquer pourquoi, mais à l'époque, j'aurais pas su expliquer pourquoi. Mais en tout cas, j'ai toujours ressenti ça, cette énorme fatigue en permanence. Un très fort niveau d'anxiété aussi, parce que le fait de se suradapter constamment, forcément, ça a des conséquences lourdes, et l'anxiété en fait partie.
pense aussi une très grande capacité de concentration sur les sujets qui m'intéressent. Et quand je suis plongée là-dedans, ce qu'on appelle les fameux intérêts spécifiques, c'est vrai que je peux aller très très loin, être très efficace, abattre beaucoup de travail en peu de temps. Je vois les détails. Je vois les détails. Bon, on sait que c'est une caractéristique des personnes autistes, mais ça, je trouve que c'est assez flagrant chez moi aussi. Ça accroche mon regard. Tu parlais des intérêts spécifiques. Tes intérêts spécifiques à toi, c'est quoi? Alors, depuis quelques années maintenant, ce sont on va dire les sciences humaines et sociales, et puis surtout, du coup, la question de l'autisme et la question aussi du féminisme beaucoup. Donc voilà. Donc c'est peut-être ça aussi qui t'a poussé, si je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être ça aussi qui t'a poussé à prendre la parole publiquement et à mener ce combat, du coup, puisque c'est ton intérêt spécifique et que c'est ta passion. Oui, complètement. Oui, bien sûr. Je me posais une question, puisque tu évoquais donc la perception de l'autisme dans les médias et chez les gens normaux. On a vu dans ces derniers mois une personnalité émerger qui s'appelle Greta Thunberg, qui est donc autiste Asperger. Qu'est-ce que tu as pensé du traitement dans les médias de son autisme? Alors, en fait, c'est génial que tu me poses cette question parce que justement, quand j'ai vu émerger cette personnalité, je me suis dit c'est génial parce que Greta, son combat, il est admirable, elle est extrêmement visible et tout, et elle dit qu'elle est autiste, mais en fait, elle focalise pas là-dessus, c'est juste qu'elle le dit parce que ça fait partie d'elle et que voilà, et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai pas voulu lire et je n'en ai lu aucun. Je n'ai lu aucun article à son sujet parce que je savais qu'il y aurait forcément des articles violents qui décrédibiliseraient sa parole et son combat justement parce qu'elle est Asperger. Donc j'ai complètement fait l'autruche, j'ai pas voulu m'exposer à cette violence-là. Voilà. Bon, pour info, il y avait du très bon et du très mauvais. Je me doute. Ouais. Mais donc, on évoquait donc ton autisme spécifiquement et le fait que, donc, on l'a pas dit, mais tu étais diagnostiqué quand tu avais 27 ans, donc adulte. Oui. Quand tu étais plus jeune, quand tu étais ado, voire enfant, est-ce que c'est passé complètement inaperçu? Est-ce que c'est quelque chose que tes parents ont observé, détecté? Ils se doutaient ou pas du tout? Alors, eux se doutaient pas du tout parce qu'ils connaissaient absolument pas, donc ça aurait pas pu leur venir à l'esprit. Mais je crois que ça a commencé à être vraiment assez visible, flagrant, à partir de l'entrée au collège. Et je dis toujours que pour moi, l'entrée au collège, ça a été le début de la fin. Parce que c'est là où on commence à interagir avec ses pairs sans filet. C'est-à-dire qu'avant ça, on joue toujours, on interagit mais avec un jeu qui sert d'intermédiaire entre soi et l'autre. Par exemple les billes ou les Pokémon ou que sais-je. Mais à l'entrée au collège, rapidement, on parle sans filet. Et en plus de ça, il y a des codes implicites qui se mettent en place, comme les codes vestimentaires, le vocabulaire qui devient bien spécifique à la préadolescence, des jeux de séduction qui se mettent en place entre les garçons et les filles, des groupes qui se forment. Et tout ça, c'est basé sur de l'implicite. Et moi, je me suis sentie vraiment complètement larguée. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment d'énormes difficultés. Et malgré tous mes efforts pour essayer de rattraper mon retard, je n'y arrivais pas. Et j'ai commencé à être très très dépressive à cette époque, à avoir des idées noires, etc. Donc je dirais que vraiment la préadolescence, ça a été le début de la fin. Ouais. La question qui se pose à ce moment-là, c'est si on avait détecté, diagnostiqué ton autisme à ce moment-là, avant la préadolescence, est-ce que tu as le sentiment que ta détresse que tu as connue à ce moment-là aurait pu être évitée, ou bien est-ce que c'est le destin des personnes autistes de connaître ce genre de trauma? En fait, je pense que le diagnostic seul n'aurait pas suffi. C'est-à-dire qu'un diagnostic, c'est important, mais derrière, il faut des accompagnements de qualité. Oui. Et je pense pas que j'aurais pu bénéficier d'un accompagnement de qualité, malheureusement. Donc, juste balancer le diagnostic comme ça, est-ce que il y aurait pas eu, justement, ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice? Est-ce que je me serais pas convaincue que je n'étais pas capable de faire certaines choses? Est-ce que je me serais pas complètement inhibée? J'en sais rien, en fait. Si j'avais eu un accompagnement de qualité, alors là, c'est sûr, le diagnostic m'aurait sauvée et j'aurais certainement eu une enfance, une jeunesse plus heureuse, plus détendue. Et voilà, ça aurait été merveilleux. Mais
Sans accompagnement de qualité. Qu'est-ce que tu entends exactement par un enseignement, un accompagnement de qualité? Un accompagnement de qualité, ça aurait été déjà un ou une psychologue spécialisée sur la question, mais qui ne fonctionne pas sur une thérapie basée sur la parole, parce que moi j'en ai vu beaucoup des psys avec une thérapie basée sur la parole et ça ne m'a jamais été utile, mais qui fonctionne par exemple avec des TCC, thérapie cognitivo-comportementale, qui ont fait leurs preuves notamment pour les questions de dépression et d'anxiété. Ça aurait été peut-être bénéficier de groupes de parole pour pouvoir échanger avec des pairs, peut-être des groupes d'habileté sociale. Je pense que ça m'aurait été utile avant la préadolescence, mais voilà, vraiment un accompagnement hors les murs, bien sûr, pas en institution, et qui m'aurait permis aussi de prendre conscience de certaines notions déjà sociales, parce que je pense que un accompagnement de qualité, c'est à la base, c'est évidemment centré sur la personne, mais c'est centré sur la personne au sein d'un contexte socio-politique plus vaste. Et je pense que moi, j'aurais été très friande, même en étant jeune, qu'on m'explique, en tant que personne autiste, tu fais partie d'une minorité. Si parfois tu te sens en détresse, c'est parce qu'on te fait sentir en détresse, c'est parce qu'on t'exclut, on te discrimine. Le problème ne vient pas de toi, le problème est plus vaste, il vient de la société, etc. Et avoir ce genre de discours, c'est empouvoirant. Alors c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans un contexte francophone, mais voilà, c'est de l'empowerment. C'est empouvoirant, et je pense que ça peut beaucoup aider les personnes en fait. Mais il y a très peu d'accompagnements qui aujourd'hui proposent cet aspect-là. D'accord. Et donc ce type d'accompagnement que tu n'es donc pas connue adolescente, est-ce que tu l'as connu au moment de ton diagnostic quand tu avais 27 ans? Pas du tout. J'ai été complètement lâchée dans la nature après mon diagnostic. J'ai eu depuis aucun accompagnement de qualité et adapté. Et du coup, l'accompagnement que tu décris, il est totalement fantasmé et ça n'existe pas. Alors en tout cas, moi je l'ai pas vécu, mais je sais que ça existe parce que j'ai eu vent de certains praticiennes qui pratiquent. Et même l'un d'entre eux un jour est rentré en contact avec moi et on a échangé un petit peu autour de sa pratique qui justement recoupe c'est un petit peu ces deux dimensions, le psychologique, mais le psychologique dans le social, et je trouve ça vraiment passionnant. Donc je sais que ça existe, mais malheureusement moi j'en ai pas bénéficié. Très bien. Et donc en termes de différence de confort avant et après ton diagnostic, puisque tu dis qu'on t'a lâché dans la nature comme ça sans t'aider, qu'est-ce que tu as remarqué comme différence, disons intérieurement? Alors en fait c'est assez subtil. Et en même temps, ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai pu enfin mettre un mot sur ma différence. Et ça a été très important pour moi parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à mener la même vie que tout le monde. C'est-à-dire avoir un travail et en même temps avoir une vie de couple et en même temps avoir une vie sociale. Et moi, tout ça, je n'arrivais pas à le faire. J'étais épuisée en permanence et voilà. Et donc, c'était important de mettre un mot sur ma différence. C'était important de mieux me comprendre, de mieux comprendre mon mode de fonctionnement. Et ça m'a complètement libérée. Je me suis dit, bien voilà... je ne suis pas une incapable, c'est simplement que je fonctionne différemment, je suis autiste et c'est ma normalité à moi. Et ça a été très important. Ouais. Un sentiment de validation quelque part. Un sentiment de validation. Je ne suis pas complètement cassé. Ouais. Très bien, alors on va écouter maintenant un extrait de l'épisode 20 qui a été publié il y a 2 semaines. Donc j'ai rencontré Hugues Daillé, qui est critique cinéma à la RTBF. Il est le papa d'un garçon qui est autiste Asperger et qui connaît un autisme, disons, relativement handicapant, ou même très handicapant. Donc on va écouter tout de suite ce qu'il avait à dire à ce sujet. On sent quand même que ton expérience de l'autisme Asperger reste un autisme qui a besoin d'une grande assistance, qui a voilà. Oui. Moi, je sais qu'il y a des Skovanek et tout ça qui parlent sur Hanté, mais pour moi, je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Tant mieux pour lui s'il se débrouille, mais je pense qu'il rend un très 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 mauvais service. Ah bon? Oui, je pense qu'il rend un très mauvais service parce que c'est-à-dire que c'est du showroom, c'est pas de sa faute, mais il fait croire que justement, quelque part l'autisme c'est presque une chance. Et tous ces bouquins et ces conférenciers, etc., qui disent et qui commencent. Moi, je ne peux plus les entendre. J'ai envie de dire, allez, venez vivre 24 heures ou une semaine avec nous et on en reparle. L'autisme au quotidien pendant l'enfance, je peux te dire que moi ça a été des colères où mon fils se roulait par terre pendant 3/4 d'heure, et pour le sortir de sa colère, il fallait 1 heure pour essayer de trouver le sujet de conversation qui allait peut-être pouvoir l'apaiser et le sortir de ses démons intérieurs et de ses peurs et de ses angoisses. Comme énormément de parents, j'ai vécu des moments mais
totalement épuisant, où le soir, on a juste envie soit de prendre des antidépresseurs, soit de se bourrer la gueule. Les choses sont claires, je dis pas qu'il y a des autistes imposteurs et des autistes profonds, je dis simplement que c'est dangereux. Et en tout cas, c'est biaisé et ça a des effets secondaires que je trouve merdiques de mettre en exergue tel ou tel autiste qui a, entre guillemets, réussi, qui s'en est sorti et de dire ça, c'est l'exemple type de l'autisme. Donc, vous, parents, vous avez un autiste, surtout ne perdez pas espoir. Il arrivera sûrement être à ce niveau-là un jour. Voilà, donc c'était la position de Hugues Daillet, qui est très, disons, violent dans son propos, pour ainsi dire. Donc, il juge visiblement que les personnes autistes qui sont en capacité d'apparaître dans les médias et de parler de leur autisme, quelque part, invisibilisent les personnes qui connaissent un autisme, disons, beaucoup plus handicapant. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais en fait, ces propos sont intéressants parce que ils sont le reflet de ce que pensent et de ce qu'exprime l'immense majorité des parents d'enfants autistes. C'est très intéressant. Moi, je pense que c'est primordial que des personnes autistes comme Joseph, comme moi ou comme d'autres prennent la parole pour parler de l'autisme. Et en fait, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne le fait pas au détriment des personnes autistes qui sont plus dépendantes. Je pense que chacun peut prendre la parole et coexister. On le fait justement en ayant toujours ce propos, et là on est tous sur la même ligne directrice, qui consiste à dire le handicap n'est pas intrinsèque à la personne, le handicap est une construction sociale, et si le handicap est une construction sociale, alors ça veut dire qu'il faut plus de volonté politique, plus de moyens mis à disposition pour pouvoir accompagner les personnes autistes vers plus d'autonomie et vers plus d'épanouissement. Et ça, en fait, c'est exactement le même discours que les parents d'enfants autistes qui réclament aussi plus de moyens. Donc nous, voilà, on le fait en prenant la parole, mais voilà, le fond de notre discours, en fait, c'est ça. Et il y a aussi souvent une scission qui est faite entre des autistes qui sont beaucoup plus dépendants que d'autres. Mais ça paraît, je pense que c'est important de le rappeler, et j'en ai parlé parce que donc j'ai préparé un petit peu cette émission et j'étais un peu décontenancée face au témoignage de monsieur Daillet. Et j'en ai parlé avec Amélie de Sac-Valren, qui est une camarade à moi autiste également, et on a parlé de cette question de la dépendance. Et en fait, la dépendance, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que si dans les pays, on met en place un accompagnement qui est un accompagnement hors les murs, vraiment un accompagnement de qualité, où on pourrait avoir un assistant de vie, par exemple, qui serait présent H24 à la maison, qui serait spécialisé sur la condition, qui saurait gérer les crises, etc. Alors voilà, ça aussi, ça permet d'autonomiser les personnes autistes, ça permet de soulager, entre guillemets, les parents, hein, si on part du principe que les enfants autistes peuvent être des fardeaux. Donc tout ça, c'est pour moi à ramener à une question sociale. D'accord, donc tu estimes que le problème est au niveau de l'assistance qu'on fournit à ces personnes, oui, et pas tellement au niveau de sa capacité à en parler ou pas. Je tique un petit peu, j'admets, quand tu dis que la dépendance c'est une construction sociale, puisque voilà, Hugues nous parlait de la situation de son fils, qui est donc, il disait, complètement dépendant, au point où par exemple son fils ne sait pas se raser tout seul. Mais cette situation où on ne sait pas se raser tout seul, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé pour lui, c'est quelque chose de parfaitement naturel pour le coup. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part la limitation fonctionnelle de la personne, c'est-à-dire effectivement des incapacités qui là sont là, hein, capacité ou incapacité, et ça, bon bah c'est comme ça. Et après, il y a l'autonomisation, le degré d'autonomie qu'on va réussir à acquérir ou non au sein de la société. Et ça, pour moi, c'est vraiment à mettre en lien direct avec le modèle social du handicap. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui est aveugle et qui veut pouvoir aller en bibliothèque lire un livre. Si les livres ne sont pas en braille, alors elle ne peut pas être autonome, elle ne peut pas se rendre dans cette bibliothèque, elle ne peut pas lire de livres, et elle est en situation de handicap. Mais ça, je pense que vraiment, encore une fois, si on fournit les aménagements nécessaires, si on permet de construire une société qui est accessible, si on permet à cet enfant d'avoir un accompagnement vraiment sur mesure, spécialisé, etc., il peut gagner en autonomie, bien sûr, mais la question, ça n'est pas de dire qu'il va devenir comme Joseph Chauvanec ou comme moi. Peut-être que jamais il ne deviendra parfaitement autonome, mais en tout cas, il peut gagner en autonomie. Et c'est en ça qu'on voit que l'autonomie ou la non-autonomie, c'est directement lié au social, en fait. C'est qu'est-ce qu'on met en place socialement pour permettre aux personnes en situation de handicap de gagner en autonomie. Oui. Et donc, la question à ce moment-là, c'est aussi de savoir si ce message-là
le message que tu portes aujourd'hui est toujours bien représenté dans les médias, ou bien si parce que visiblement c'est pas le message que Hugues a entendu quand il a allumé sa télé. Exactement, c'est ça la difficulté en fait. Ouais, complètement. Mais du coup, donc on parlait de ces personnes qui passent dans les médias, à la télé pour parler de l'autisme et qui servent indirectement ou directement de rôle modèle pour des personnes qui suspectent chez elles une certaine forme d'autisme. Est-ce que toi, avant d'avoir ton diagnostic, tu as eu des modèles qui ont inspiré ta démarche? Est-ce que j'ai eu des modèles? J'ai lu le livre de Rudy Simone, Asperger's, qui m'a bien aidée. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'elle a été un modèle, mais en tout cas, son livre m'a bien aidée. Voilà. T'a inspiré, ouais. Oui, complètement. Ok. Mais donc oui, j'aimerais revenir sur ce qu'on disait également il y a un instant. Tu n'es pas pour qu'on fasse une scission, qu'on divise le spectre autistique avec d'un côté les autistes entre guillemets visibles et de l'autre côté les autistes invisibles, si j'ai bien compris. C'est un peu plus, je sais pas, c'est vraiment une question complexe. Quand on parlait de dépendance à l'instant, et justement, donc il y aurait d'un côté les autistes qui sont dépendants et qui ont un fort besoin d'assistance, et de l'autre les autistes qui ne le sont pas. Mais en fait, c'est assez flou parce que on peut l'être plus ou moins. On peut être très dépendant dans l'enfance, puis ensuite l'être beaucoup moins. On peut être relativement autonome, mais ponctuellement avoir besoin d'assistance tout au long de la vie. La frontière est floue. La frontière est extrêmement floue en réalité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on parle de TSA, trouble du spectre autistique au sens large, et qu'on ne fait plus de différence entre Asperger ou autisme Kanner, etc., etc. C'est parce qu'on sait que les frontières sont bien plus floues que ce qu'on imaginait au départ. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais dans le DSM-5, il y a le niveau 1, 2 et 3, et c'est justement, si je ne me trompe pas, c'est justement sur base de l'assistance qu'on mesure ça. Exactement, mais ça, pareil, ça peut évoluer en fait, tout au long de la vie. Donc toi, tu estimes que c'était un bon choix ou un mauvais choix, ces 3 niveaux sur base de l'assistance? Je pense que c'est une nomenclature qui est bien mieux pensée que la nomenclature précédente qui établissait des frontières très nettes entre les différentes catégories d'autisme. Donc oui, je pense qu'effectivement c'est intéressant, parce que de toute façon il faut qu'on catégorise, hein. On est bien obligé, donc il faut bien qu'on trouve des critères pour catégoriser. Mais quand même garder en tête que en réalité c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà. Yes. Tu évoquais tout à l'heure ton expérience quand tu étais au collège. En réaction à ce genre de détresse et d'inconfort que les autistes Asperger peuvent connaître, ils et elles doivent souvent trouver un mécanisme de compensation pour se défendre face à ces difficultés. Il y a une bonne partie de ta thèse de doctorat qui est consacrée à ce qu'on appelle les stratégies de coping. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les stratégies de coping? Oui. Alors en fait, quand on vit une situation stressante, on la subit pas passivement, on va mettre en place des réponses, donc qu'il s'agisse de réponses cognitives, affectives ou comportementales, pour essayer de conserver un état psychologique qui va être, on va dire, confortable. Et donc les stratégies de coping, c'est ça, c'est quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour faire face aux situations de stress. Donc après... Là aussi, on a mis en place des catégories. Il y a différents types de catégories. Il y a les stratégies de coping qui sont tournées vers la résolution de problèmes. Par exemple, si je suis dans un environnement de travail qui est très stressant pour moi, avec un manager qui me harcèle, etc., je vais changer de travail, et là, j'ai résolu mon problème. Je suis dans l'action. Des stratégies de coping tournées vers la gestion des émotions. Donc, je vais essayer d'apaiser le plus possible les émotions négatives que je ressens, par exemple en allant boire un verre de vin le soir en sortant du travail. Les stratégies tournées, troisièmement, vers le soutien social. Donc là, je demande de l'aide à des amis, des parents ou autres. Et les stratégies de coping tournées vers la restructuration cognitive. Donc là, c'est comment est-ce que je vais donner du sens à ce qui m'arrive, comment est-ce que je vais essayer de voir le côté positif des choses, tourner ça à la dérision, etc., etc. Donc il y a 4 types, globalement, 4 catégories. Et voilà, c'est ça le coping. D'accord. Je me souviens que dans une de tes très très vieilles vidéos du temps de Super Pépette, tu évoquais ce que disait Tony Attwood dans son livre. Lui parle de 4 stratégies de compensation. Il dit voilà les dépressions réactives, la fuite dans l'imaginaire, l'imitation, donc le fait de faire le caméléon, et puis le combo du déni et de l'arrogance. Donc est-ce que il avait tort? Où
est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Ah non, pas du tout. C'est qu'en fait, alors déjà, je pense que lui, quand il parle de stratégie de compensation, il fait référence à complètement autre chose, hein, par rapport aux stratégies de coping. À mon sens, il fait pas du tout référence au concept du coping. Et on peut très bien avoir, par exemple, une stratégie de coping. Si on imagine, moi j'en ai identifié 8 chez les personnes autistes en déficience intellectuelle. Par exemple, les intérêts spécifiques. J'ai identifié que c'était une stratégie de coping. Le fait de se consacrer à son intérêt spécifique, ça permet de s'apaiser émotionnellement, et ça permet, donc ça, là, ça veut dire que c'est tourné vers la gestion des émotions, et ça permet aussi parfois de trouver des réponses à des questions qu'on se pose, c'est-à-dire, voilà, il y a des personnes autistes qui se prennent de passion, par exemple, pour la psychologie, et ça leur permet de mieux comprendre l'humain, de mieux comprendre intellectuellement les interactions sociales. Et donc là, on voit que c'est une stratégie de coping qui peut être aussi tournée vers la résolution de problèmes. Donc en fait, cette nomenclature qui a été établie, résolution de problèmes, gestion des émotions, restructuration cognitive, soutien social, comme toujours, on a 4 catégories comme ça, mais en réalité, elles sont interdépendantes, elles communiquent les unes avec les autres, et les stratégies de coping qu'on identifie, on va essayer de les rapporter à l'une, à l'autre, ou à plusieurs d'entre elles. Et dans une de tes vidéos, ce que tu disais aussi, c'est que le militantisme, donc typiquement des choses comme le féminisme, l'antispécisme, etc., c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent, si j'ai bien compris, assez souvent chez les autistes Asperger et en particulier les femmes. Alors je crois que c'est plus lié à cette même recherche. En fait, j'ai identifié que pour certaines personnes autistes diagnostiqué à l'âge adulte, le militantisme, mais plutôt tourné spécifiquement vers la question de l'autisme, c'est une façon pour eux et pour elles de gérer les situations compliquées qu'ils ou elles ont vécues. C'est une façon de donner du sens en fait à leur vécu, et c'est un petit peu moi ce que j'ai fait. Voilà, c'était plus dans ce contexte-là, il me semble. Oui, d'accord. Quelque chose que moi je remarque, mais vraiment mon expérience personnelle avec les autistes Asperger et en particulier de nouveau les femmes, je remarque vraiment une assez grande capacité à s'émanciper des conventions sociales, à remettre les choses en question. Et typiquement, oui, le patriarcat, typiquement, je remarque une très grande capacité. De nouveau, c'est mon expérience, peut-être que ça ne vaut rien du tout, davantage que les neurotypiques à se libérer de ça. Est-ce que tu rejoins ce que je dis ou pas du tout? C'est une bonne question. Je sais pas. Tu vois, faudra que j'y réfléchisse parce que là, je sais pas. Ok, y a pas de souci. Parce que donc, de nouveau, ce que moi je remarque dans ta bande dessinée, la différence invisible, c'est que tu évoques rapidement tes convictions antispécistes. Est-ce que tu estimes que c'est lié à ton état d'autiste, pardon? Je crois. Alors ça, par contre, c'est vrai que je crois que globalement, on a une sensibilité à l'égard des questions macro, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes autistes qui sont très concernées, comme Greta, par les questions environnementales, par la question de la souffrance animale, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le noter parce que souvent on parle d'empathie, et un des clichés, c'est que les personnes autistes sont dénuées d'empathie. En réalité, c'est plus complexe que ça. Et on voit bien notamment qu'en fait, à un niveau macro, on a une empathie qui est très développée, très exacerbée. Donc ça, c'est vrai qu'on est souvent sensible aux questions sociales, environnementales. Moi, après, je dirais que personnellement, mes prises de conscience, en fait, quand on commence à prendre conscience des oppressions et qu'on commence à tirer le fil, on se rend compte que tout est lié. Et je crois aujourd'hui que je pourrais pas militer sur la question de l'autisme sans parler en même temps de féminisme, sans parler en même temps de racisme, parce que tout ça est lié, tout ça voilà. Et on va peut-être pas parler d'intersectionnalité, c'est un peu. Voilà, c'est ça. Mais... C'est ça. J'allais dire que tu es très tu es très intersectionnel dans ton propos. Dans mon approche, oui, complètement. Je crois que c'est vraiment fondamental, et ça a d'autant plus de sens sur la question de l'autisme que on sait que les femmes autistes ont des vécus bien particuliers. Mais je crois qu'on va y revenir, qu'il est vraiment urgent de mettre en lumière, qu'il y a beaucoup plus de personnes trans parmi les autistes que chez les non-autistes, et que donc ça aussi, quand on est trans et autiste, là on a des parcours de vie particulièrement chaotiques. On a aussi souvent une orientation sexuelle qui s'écarte de la norme. Donc pour l'autisme, la question de l'intersectionnalité, elle a d'autant plus, c'est pas facile à dire ce mot, elle a d'autant plus de sens, en fait, et elle est vraiment cruciale, je crois. Yes, mais donc tu évoques un sujet que je trouve fascinant, c'est donc la capacité ou le fait que
régulièrement, chez les personnes autistes, on observe effectivement cette capacité à dévier des normes en termes de sexualité, en termes de genre. À quoi est-ce qu'on attribue ça exactement ? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Mais c'est vrai que comme on est peut-être un peu plus résistant aux normes sociales, et sans s'en rendre compte, on s'autorise plus de choses, parce que bon, le genre, c'est une construction sociale. Donc voilà, peut-être qu'on laisse s'exprimer certaines choses plus facilement, j'en sais rien. Ouais. Moi, j'en suis vraiment convaincu de ça, qu'il y a vraiment un côté... on échappe un petit peu aux conventions, parce que je sais pas, peut-être un lien moins émotionnel, je ne sais pas. Mais j'en suis vraiment convaincu. Je sais que moi, à titre personnel, la question de mon genre, elle a toujours été... je n'ai jamais adhéré au stéréotype de genre. Je me suis jamais considérée comme une femme avec tous les attributs de la femme. J'ai un genre qui est très fluctuant, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai envie d'être féminine et il y a d'autres où, voilà, je vais me couper les cheveux très très courts et mettre des vêtements plus masculins pour me camoufler, etc. Enfin, et je l'ai toujours vécu comme ça, et bon, ça fait partie de moi en fait. Donc, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent, notamment chez les femmes autistes, ce côté un peu j'ai masculin. une amie Aspi qui dit exactement la même chose vis-à-vis du genre. T'entends un peu plus masculin, t'entends. Voilà. Ouais. Ouais, c'est assez typique. Et ce que dit Tony Attwood, et de nouveau, c'est son propos, c'est son expérience. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il dit The typical Aspie girl is a tomboy. Donc la fille Aspie typique est entre guillemets un garçon manqué. Donc ça a l'air assez récurrent tout de même. Ouais. Ok, mais alors voilà, on va tout doucement s'approcher à la question de l'autisme chez les femmes. J'en avais parlé avec le docteur Eric Willey quand je l'ai rencontré il y a un petit mois au SUSA à Mons. Et il avait une position assez prudente, assez sceptique vis-à-vis de la question de l'autisme chez les femmes. On écoute tout de suite Eric Willey. Qu'est-ce qui fait que chez les femmes, c'est plus compliqué que chez les hommes ? On n'a aucune donnée à l'heure actuelle par rapport à ça. Voilà, ok. Non, c'est des recherches qui sont en cours. Enfin, et voilà, il y a quelques articles qui parlent de ça, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas instituer comme état de fait que les femmes sont moins bien diagnostiquées que les hommes. Ça, c'est clair. Donc vous allez même une étape avant ça, vous dites, si ça se trouve... Il n'y en a pas autant, ça c'est très clair. Chez nous, depuis 30 ans, le pourcentage garçon-fille ne varie pas d'1%. Mais est-ce que c'est parce que les femmes avec autisme n'existent pas avec un nombre, une quantité semblable à celle des hommes, ou bien est-ce que c'est parce que elles n'ont pas les difficultés que ressentent les hommes et qu'elles se camouflent beaucoup mieux et que donc elles ne viennent pas. Et elles ne viennent pas, nous sommes dans l'incapacité de dire qu'elles existent ou non. Donc, mais dire qu'elles existent alors qu'on n'a pas la preuve qu'il s'agit d'un diagnostic spécifique, ça me pose un problème, parce qu'on semble dire de prendre pour état de fait que l'on ne diagnostique pas suffisamment les femmes. J'attends de voir, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas nécessairement de réalité à cette situation clinique. Voilà, donc Eric Willey est très prudent et très sceptique vis-à-vis de la question de l'autisme chez les femmes. Qu'est-ce que tu penses des positions de ce professeur ? Alors, en fait, les critères diagnostiques de l'autisme, ils ont été établis à partir de l'étude de cas masculins. Ça, on le sait. Donc, on a observé des petits garçons et on a établi une grille diagnostique à partir de ça. Donc, forcément, il y a un biais de genre. Ça, on peut pas le nier. Il y a un biais de genre. Et en plus de ça, il y a quelques recherches quand même qui existent sur le sujet et de plus en plus. On voit très bien que chez les femmes autistes, l'autisme se présente de façon plus subtile. Elles ont des meilleures compétences de communication. Alors, on y reviendra certainement, mais pas parce que c'est inné, parce que c'est acquis, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes sociales à l'égard des petites filles, qu'on les socialise différemment, donc on attend d'elles qu'elles soient plus chaleureuses, plus avenantes, plus sociables, etc. Donc voilà, les petites filles autistes n'échappent pas à cette règle. Donc elles ont de meilleures compétences de communication, elles ont des intérêts spécifiques qui sont plus socialement acceptables. Là où les petits garçons vont se prendre de passion pour les plans de métro, par exemple, les petites filles vont se prendre de passion pour les chevaux. Donc c'est avec la même intensité, mais comme c'est socialement plus acceptable, eh bien ça va un peu moins interpeller l'entourage. Et en plus de ça, elles se camouflent mieux, elles observent leurs congénères et elles les imitent. Et donc à l'âge adulte, entre le fait que les critères diagnostiques ne soient pas adaptés au cas des femmes, et qu'en plus de ça, elles aient de meilleures compétences de communication et qu'elles camouflent mieux leurs difficultés et tout ça, eh bien forcément qu'elles passent entre les mailles
du filet diagnostique. Donc ça, aujourd'hui, c'est une évidence. Mais on ne sait pas, on n'est pas en capacité de dire quel est le sexe ratio s'il y a tant d'hommes autistes pour de femmes autistes. Aujourd'hui, on dit que c'est une femme autiste pour 4 hommes autistes. Mais en réalité, on ne sait pas, parce que c'est biaisé. Ce chiffre-là, il est biaisé. Donc, attendons de voir dans les années qui viennent la façon dont les choses vont évoluer. Je ne doute pas que certainement il y ait des grilles diagnostiques qui soient établies pour les femmes autistes. Voilà. Yes. Mais ce que je remarque, c'est que à tes yeux, c'est évident. Aux yeux du professeur, ça n'était pas du tout évident. Donc, Mais oui, parce qu'en fait, je pense que pour que ça soit évident, il faut avoir vraiment une lecture féministe sur cette question-là. Il faut vraiment s'être intéressé aux études de genre pour avoir cette lecture que moi j'ai. Et c'est pour ça que c'est si important de croiser les regards, en fait, et de faire des recherches aussi interdisciplinaires et tout ça, et voilà. Donc, bon. Je rejoins totalement ta position, et c'est d'ailleurs un petit peu mon grand regret vis-à-vis de cet épisode, c'est que voilà, pour le dire poliment, le professeur Eric Willet et Guillaume Magerotte, effectivement, on sentait que ils n'étaient pas tout à fait à jour vis-à-vis de ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis, tu es très assertive et tu juges que c'est parfaitement de l'acquis, ça n'est pas de l'inné. Cette différence qu'on observe chez les filles et chez les garçons, c'est un comportement acquis, d'après toi. C'est difficile de pouvoir vraiment le dire à 100%, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'est pas éduqué de la même manière. Ça, on le sait. On est socialisé différemment entre garçons et filles. C'est la même chose pour les garçons et les filles autistes. Donc forcément que ça joue. Mais c'est toujours pareil. Où placer le curseur entre inné et acquis? Mais ça, je défie quiconque d'avoir la réponse, en fait. Mais moi, je suis plutôt dans une perspective, constructiviste, quoi. Donc oui, pour moi, c'est plutôt de l'acquis. C'est ça. Mais donc en gros, la question à se poser, c'est si c'était de l'inné, est-ce que l'acquis aurait tout de même un impact? Et je pense que c'est assez clair qu'il aurait, il a dans tous les cas un impact très important. Ça, c'est certain. Et toi, est-ce que tu estimes, sur base de ton expérience personnelle, que qui aurait été diagnostiqué peut-être plus tôt si tu n'avais pas connu ces biais, cette discrimination genrée? Oui, mais ça n'est pas que lié à ça. Le syndrome d'Asperger, puisqu'à l'époque c'est ce qui prévalait, il est rentré dans les classifications au début des années 90, tant dans le DSM que dans la CIM, la CIM qui est la classification européenne et le DSM qui est la classification nord-américaine. Donc début des années 90, moi je suis née en 85. Forcément, enfin ma génération, les générations d'avant, on est un petit peu des générations sacrifiées parce qu'en fait l'autisme et le syndrome d'Asperger c'était très 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 peu connu. Yes. Et donc ça pose un petit peu aussi la question de voilà, ces deux professeurs sont ce qu'on appelle des cliniciens. Ils travaillent, je dirais, à un niveau micro, presque, enfin c'est pas un niveau biologique, mais un niveau technique, on va dire. Mais ils ont très bien pu parler, voilà, des neurones miroirs, des différences comportementales à l'échelle individuelle. Toi, tu as fait le choix de faire ton doctorat sur un domaine qui est relativement rare quand on parle de l'autisme, c'est la psychologie sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'est-ce que c'est la psychologie sociale et dans le cadre de l'autisme, comment ça s'applique? Alors, c'est une question compliquée. En fait, donc en psychologie, on a différentes branches. On a la psychologie clinique qui s'intéresse aux causes, aux symptômes, aux traitements, etc., notamment, et aussi la psychologie sociale qui s'intéresse à la façon dont les individus vont être influencés par les autres, par les normes et tout ça. Moi, j'ai coutume de dire, c'est peut-être un peu caricatural, mais que bon, la psychologie, ça se situe vraiment à un niveau individuel, ça s'intéresse à la personne, la sociologie, ça s'intéresse au groupe, et la psychologie sociale, ça s'intéresse à la façon dont le groupe vient influencer l'individu, et parfois aussi réciproquement. Voilà, donc c'est un peu à l'intersection entre les deux. J'ai fait ce choix-là parce que moi, l'autisme, je n'avais aucun intérêt à l'étudier du point de vue de la psychologie clinique. Parce que pour moi c'est une façon différente d'être au monde, ce qui ne veut pas dire que ça ne pose pas certaines difficultés, évidemment, mais en tout cas je voyais aucun intérêt à m'intéresser aux symptômes, aux traitements, aux causes, blablabla. Donc j'ai fait le choix de la psychologie sociale en me disant voilà, intéressons-nous plutôt aux attitudes à l'égard de l'autisme, intéressons-nous aux représentations sociales de l'autisme, intéressons-nous aux stratégies de coping mobilisées par les personnes autistes, et là ça va nous dire autre chose, ça va nous permettre d'élargir un peu la focale et de voir quelle perception on a de l'autisme, voilà.
pour faire très très simple. Et c'était vraiment atypique parce que, à ma connaissance, c'est la première thèse qui porte sur l'autisme du point de vue de la psychologie sociale en France. Et même dans le monde, il y a assez peu de chercheurs en psychosocial qui travaillent sur la question de l'autisme. Oui. Ce que tu dis à la fin de ton livre, dans le dernier chapitre de ton livre, c'est quand tu présentes ta thèse pour terminer ton doctorat. Ce que tu dis, c'est que tu as dû, si j'ai bien compris, réécrire ta conclusion qui était jugée trop politisée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, moi, j'ai fait ma thèse et j'ai soutenu ma thèse en étant une personne ouvertement autiste qui produit un travail de recherche sur l'autisme. C'est très mal vu en France, mais pas que. Je pense qu'en Belgique, c'est la même chose. Dans les pays anglo-saxons, ils sont un peu plus ouverts sur la question. Mais bon, dans le monde académique francophone, c'est assez mal vu quand on est une personne directement concernée par son objet d'étude. Et les féministes ont fait face à ce même genre de problème. Quand les femmes ont voulu commencer à s'emparer des questions de genre, etc., à produire des recherches féministes et tout ça, les hommes leur sont tombés dessus à bras raccourcis en disant qu'elles ne pouvaient absolument pas prétendre à faire de la recherche parce qu'elles n'étaient pas suffisamment objectives pour cela, parce qu'elles étaient partie prenante, sans prendre conscience qu'eux aussi étaient partie prenante, puisque eux, sont les dominants dans l'histoire, les femmes sont les dominées, et en réalité, tout le monde a sa propre subjectivité. Et on oublie trop souvent que lorsqu'on est chercheur-chercheuse, de par notre appartenance politique, religieuse, de par notre genre, de par notre classe sociale, etc., on va aborder notre objet d'étude avec un certain regard. Donc les personnes directement concernées par leur objet d'étude, tout de suite on dit « Oh là là, mais vous qui êtes autiste, comment vous pouvez prétendre être suffisamment objective pour produire un travail de recherche sur l'autisme ?» Alors qu'en réalité, la neutralité axiologique est un mythe, l'objectivité pure et parfaite n'existe pas, mais on peut tendre vers l'objectivation. On peut et on doit le faire en tant que chercheur et chercheuse. Et pour cela, il faut déjà avoir conscience de sa subjectivité. C'est un premier pas pour tendre vers l'objectivité. On voit le chercheur comme une personne qui est dans sa tour d'argent, un petit peu déconnectée, et qui doit avoir un regard parfaitement objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur son objet d'étude. Mais en fait, ça, c'est un leurre. Ça n'existe pas. Donc, c'est beaucoup plus sain d'avoir une position extrêmement claire et de dire, moi, j'ai un point de vue, ce qu'on appelle d'ailleurs un point de vue situé. Je suis directement concerné par mon objet d'étude. Voilà quelles sont mes convictions. Voilà comment j'ai travaillé à l'objectivation de mes recherches. Ça, c'est intéressant. Là, vraiment, on dit quelque chose et là, on prend conscience de sa subjectivité et on dit quelque chose sur nous-mêmes en tant que chercheurs, nous-mêmes comment on se positionne dans le système et comment on positionne notre recherche dans le système. Et alors, ceci étant dit, pour moi, tout est politique. Et la psychologie, c'est je pense, un des défauts majeurs de cette discipline, c'est que la psychologie, elle se pense en étant complètement déconnectée du monde social. Trop souvent. On s'intéresse à l'individu, mais on s'intéresse pas à l'individu dans un contexte sociopolitique plus vaste. Alors qu'en fait, l'individu, on peut pas juste l'extraire du monde, le mettre dans une pièce fermée, dans une salle d'expérimentation, voir comment il réagit, etc., et extrapoler en se disant, l'individu réagit comme ça, tous les individus réagissent comme ça, et ça permet d'expliquer tel ou tel phénomène. C'est assez artificiel. Et la psychologie ne se rend pas compte aussi qu'en fait, en n'ayant pas une vision critique sur elle-même, elle peut entretenir certains rapports de pouvoir entre dominants-dominés. Et notamment, par exemple, toutes les personnes qui sont bipolaires, schizophrènes ou autres, à aucun moment la psychologie n'a pour but justement de les empouvoirer. On en revient encore à cette question-là. La psychologie, elle a pour but de les voir comme des personnes qui ont des problèmes, des déficits et qu'il faut guérir, réparer, etc. Donc, c'est une vision qui vraiment va entretenir le statu quo, entretenir les relations de pouvoir dominant-dominé et qui ne se remet pas en question. Mais il y a l'apparition, mais ça dans les pays francophones pareil, on n'en parle pas du tout, d'un nouveau courant au sein de la psychologie, ou plutôt un contre-courant qui s'appelle la psychologie critique et qui vise justement à révéler la façon dont la psychologie va avoir un rôle dans les relations de pouvoir entre dominant-dominé, etc. et de mettre à jour ce rôle-là et d'essayer d'en sortir. Donc moi j'ai parlé dans ma conclusion, j'ai parlé de ça, j'ai parlé un petit peu de la psychologie critique, et eux ça les a choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude que des personnes tiennent ce genre de propos, et ils ont vu ça comme un défaut, voilà. Mais c'est vraiment intéressant en fait. Tout ça c'est une question de posture épistémologique et ça en dit long sur la recherche, l'état de la recherche aujourd'hui, quoi.
Et donc, tu donnais, si je comprends bien, hein, tu donnais des propos anticapitalistes dans ta conclusion et tu as dû les retirer? Bof, oui, peu ou prou, c'est ça, oui. D'accord, ok. Peu ou prou, c'est ça. Ouais. On va peut-être un petit peu maintenant se tourner, puisque tu tiens à politiser ton discours, ce qui est très bien. On va peut-être se tourner un petit peu vers l'avenir. Ce que mon expérience et ce que j'entends régulièrement quand j'écoute des témoignages d'autistes Asperger, c'est que il y a de nombreux psys qui ont un énorme blocage avec la notion d'étiquette, de poser un diagnostic. Ils emploient le mot parfois enfermé dans une case. Et donc souvent, ou alors ils sont carrément juste ignares en la matière. Souvent, on retrouve ce cas, le scénario du ou de la jeune Aspi qui tombe un peu par hasard sur le mot Asperger en faisant des recherches sur Google et sur Wikipédia. D'ailleurs, c'est ce que tu racontes dans ta bande dessinée. Est-ce qu'on peut espérer que ça change dans l'avenir et qu'est-ce qu'on peut faire pour provoquer ce changement? Alors, c'est une bonne question. Déjà, c'est vrai que c'est inacceptable les médecins, les psys qui ont ce genre de propos, qui disent mais voyons, vous n'êtes pas un pot de confiture, vous n'avez pas besoin d'une étiquette, vous n'avez pas besoin d'une case qui vous enferme, etc. Parce que le diagnostic n'est pas une case qui enferme. Le diagnostic, ça libère, ça permet de comprendre qui on est, et ça permet aussi, ça c'est très important, d'avoir accès à des aides en fait, des aides humaines, des aides matérielles, etc. Donc c'est vraiment très très important d'en passer par cette étape. Après, que faire pour que les choses évoluent? Je pense que déjà, il faudrait qu'il y ait plus de formation sur la question de l'autisme à l'université. Quand les médecins se forment, et notamment les psychiatres, mais pas que. Je pense que vraiment, il faudrait étendre la formation et que des personnes directement concernées viennent s'exprimer en fait. Voilà, que ça soit pas juste un savoir descendant, vertical d'un soi-disant expert qui a étudié le sujet de façon théorique vis-à-vis d'étudiants et étudiantes, mais que les personnes directement concernées puissent venir s'exprimer, et notamment sur la question du diagnostic. Et là, je pense que peut-être les lignes bougeraient un peu plus. Oui, mais c'est ce que disait donc le professeur Eric Willet quand je l'ai interviewé, c'est qu'effectivement, dans les cursus de médecine, de psychologie, de pédagogie ou quoi que ce soit, l'autisme est soit, il est généralement complètement ou presque complètement absent, mais par contre, il y a la possibilité, si on s'intéresse très fort à l'autisme, de se spécialiser. Et là, on peut se former vraiment en profondeur, mais c'est très très optionnel et il y a très peu de gens qui le font. C'est vraiment absurde quand on sait que l'autisme, ça concerne une personne sur 150. C'est la question que je voulais poser. Étant donné qu'on est aussi nombreux et que le problème, on en parle de plus en plus dans les médias, dans la presse, comment est-ce qu'on explique cette absence du cursus? J'en sais rien. Ouais, c'est clair, c'est la seule réponse. C'est navrant, mais non, je sais pas pourquoi, je sais pas. Et je sais que moi, malheureusement, je vais parler de la France parce que c'est ce que je connais, mais dans l'université de Nantes, il y a encore pas si longtemps, j'ai des étudiants et des étudiantes qui me rapportaient que dans leur cours de psychologie clinique, le prof leur disait que l'autisme était une psychose, que l'autisme c'est l'auto-érotisme, le plaisir d'être avec soi, etc., tout un tas de nouilleries psychanalytiques. Et on est en 2019, quoi. Donc, ouais, je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit à l'instant. Tu disais une personne sur 150. Ça, c'est le chiffre qu'on cite souvent. Est-ce que tu as personnellement le sentiment que ce sont des bons chiffres? Est-ce que tu crois à ce ratio? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être c'est intéressant là de faire une petite parenthèse sur la soi-disant épidémie qu'il y aurait d'autisme. On entend souvent parler de ça. On dit, oh là là, il y a de plus en plus de personnes autistes. Mon Dieu, c'est une épidémie, avec en plus les fausses informations sur le lien entre vaccin et autisme. Et ça, c'est totalement faux. Il faut le dire et le redire. Les vaccins ne causent pas l'autisme, pas du tout. La recherche a maintes et maintes fois débouté cette idée. Donc voilà. Et en fait, il n'y a pas d'épidémie d'autisme. Ça, c'est très important de le dire. Il n'y a pas de plus en plus de personnes autistes, mais il y a de plus en plus de personnes autistes diagnostiquées. Pourquoi? Parce qu'on a élargi les critères diagnostiques et qu'en plus de ça, c'est une condition qui est de mieux en mieux connue et donc de mieux en mieux repérée par les médecins, les parents, les instituteurs, etc., etc.
Et ça, c'est important de le dire vraiment, parce que le problème, c'est qu'avec cette espèce de crainte là de l'épidémie d'autisme, ça permet à tout un tas de personnes de s'engouffrer là-dedans et de vendre des soi-disant remèdes miracles, les remèdes New Age et compagnie, parce que l'autisme, c'est aussi un marché fructueux. Et quand on a des parents qui sont désespérés, c'est facile de leur vendre tout et n'importe quoi et de leur faire peur, etc. Bref, donc ça, il faut vraiment le dire. Il n'y a pas de plus en plus de personnes autistes. J'aimerais juste revenir sur la notion d'épidémie. De soi-disant épidémie. Ce que nous disait donc le professeur Ekbulé, c'est que parmi les facteurs qui peuvent influer sur la probabilité que l'enfant soit autiste, voilà, il y a certains facteurs qui ont été identifiés, comme par exemple le fait d'avoir des parents plus âgés. On remarque que plus les parents sont âgés pendant la grossesse, plus la statistique augmente. Et justement, on sait qu'on est dans une période de plus en plus, jamais assez, mais de plus en plus émancipatrice. Et on a effectivement, dans certaines populations, de plus en plus la possibilité pour les femmes d'être enceintes de plus en plus tard. Et donc, c'est le genre de facteurs, disons, indirects, sociétaux, culturels, qui pourraient, à terme, c'est juste une théorie à deux balles que j'ai, mais qui pourraient influer sur la quantité d'autistes, non ? Oui. Complètement. Mais c'est vrai que moi, ça me débecte assez les discours sur les causes, en fait. Savoir d'où ça vient, etc. Parce que, en fait, c'est la science, c'est la curiosité. Ce qui est sous-jacent, oui, tout à fait. Mais ce qui est très souvent sous-jacent derrière ça, et notamment dans les études génétiques, savoir d'où ça vient, c'est l'eugénisme. Espérer un jour faire en sorte que, en fait, il y ait plus de personnes autistes, quoi. C'est la détection in utero. Et ça me fait très très peur, en fait. Donc. Ouais, je suis tout à fait d'accord pour dire que ces discours-là font peur, mais après, je pense qu'il faut quand même laisser à la science la liberté de s'intéresser à tout. Ah bah oui, bien sûr, mais du coup, c'est vrai que moi, je m'intéresse assez peu à ces questions-là, voilà, pour ces raisons-là. D'accord, ok. Alors, on va revenir sur la spécificité des femmes autistes. Dans ton livre, tu dis les femmes autistes sont naïves et influençables. Elles ont du mal à décoder les intentions des personnes qui les entourent, ce qui fait d'elles des proies rêvées pour les prédateurs en tout genre, notamment sexuels. Est-ce que c'est ton expérience, le fait d'avoir été souvent... qu'on ait profité de ta naïveté? Est-ce que c'est ton expérience? Oui, la mienne, mais pas que. Mais combien de fois je me suis retrouvée dans des situations face à un homme qui me saute dessus, et pour lui c'était évident en fait qu'on était dans une espèce de parade nuptiale depuis des semaines voire des mois. Moi j'avais rien vu venir, quoi. Et lui était dans un jeu de séduction et moi je ne l'avais pas vu. J'étais juste en train de me dire voilà, c'est quelqu'un de très sympathique avec qui je passe de bons moments. Enfin, vraiment. Et comme à aucun moment je n'ai opposé, à aucun moment je n'ai dit non, ou à aucun moment je n'ai fait en sorte de les conduire ou quoi, parce que je n'ai rien vu venir. Lui a pris ça pour une invitation, et donc une invitation à me sauter dessus, quoi. Et ça, c'est évidemment mon vécu, mais pas que. Donc, mais alors après, oui, les femmes autistes ont du mal à décoder l'implicite, et donc elles se retrouvent dans ce genre de situation. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que c'est leur responsabilité. C'est quand même... Et les femmes et les hommes, on est d'accord? Oui, tout à fait. Oui, il y a aussi beaucoup d'abus sexuels chez les hommes autistes. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui. Donc plus que chez les neurotypiques. Je n'ai pas les chiffres, et je ne crois pas qu'on ait les chiffres à l'heure actuelle. Mais en tout cas, j'entends autour de moi des camarades autistes masculins me parler d'abus qu'ils ont vécu. Donc, et du coup, pour les hommes et pour les femmes ASPI qui ont connu ou qui sont en passe malheureusement de connaître ce genre de situation, qu'est-ce que alors évidemment, on le répète, la responsabilité est du côté sociétal, politique et ainsi de suite, mais dans l'état actuel des choses, qu'est-ce que tu conseillerais à ces hommes et à ces femmes ASPI pour se protéger d'une telle éventualité? En fait, pour moi, c'est toujours compliqué d'avoir ce genre de discours parce que se protéger, mais en fait, le problème, c'est l'agresseur. Donc, il faudrait éduquer tout le monde à la question du consentement. Mais tout le monde, mais surtout les hommes, parce que ce sont les hommes, dans l'immense majorité, les violeurs, les agresseurs.
Donc, éduquer tout le monde à la question du consentement dès le plus jeune âge, avec un focus particulier sur les femmes en situation de handicap, parce qu'on le sait qu'elles sont autistes ou pas, qu'elles sont d'autant plus vulnérables à la question des agressions sexuelles et des viols. Pour les femmes, par exemple, autistes qui sont non-verbales, pouvoir mettre en place des éducations, des interventions éducatives basées sur des visuels qui permettent d'expliquer sans passer par le verbal, des interventions éducatives qui soient adaptées en fait à leurs particularités, et ça c'est très important. Et alors je sais qu'aujourd'hui les choses ont un petit peu évolué à l'école, mais moi à mon époque jamais je n'ai eu de cours sur le consentement, et j'ai découvert ce qu'était le consentement à l'âge de 30 ans. Donc c'est quand même c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant, en fait. Et je ne suis pas la seule. Donc, comme en plus on est éduqué en tant que femme dans cette idée qu'il faut toujours faire plaisir aux hommes, etc., se soumettre à leur volonté et tout, c'est très, très compliqué pour toutes les femmes, et notamment pour les femmes autistes. Donc, j'ai pas de conseils vraiment à donner spécifiquement aux femmes autistes. Je pense qu'il faudrait mettre en place des éducations, des interventions éducatives, et bien sûr, surtout, éduquer les hommes à ne pas violer, à ne pas être des agresseurs. D'accord. Donc, je posais la question parce que je sais qu'il y a parmi nos auditrices des femmes qui sont aspi. Et donc, voilà, moi, je suis presque gêné d'avoir à leur répondre aujourd'hui, mais vous êtes impuissante, quoi. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Moi, en fait, je sais que... Alors, je peux peut-être parler de moi, du coup. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais très, très attention. À partir du moment où la personne que j'ai en face de moi est un homme, je suis sur la défensive. Ah, c'est triste, ça. Ah ouais, mais on est bien obligé. Et je fais très attention. Et si je sens que peut-être, parce qu'il y a beaucoup de sourires, parce que la personne me contacte et me recontacte, etc., donc je sens qu'il pourrait y avoir une ambiguïté, très vite, je vais le désamorcer en l'explicitant. C'est-à-dire en disant, voilà, j'ai l'impression que peut-être il y a une ambiguïté entre nous, est-ce que je me trompe ou pas, en prenant les devants, expliciter, voir ce que la personne en face me dit, en fait. J'aime bien. Et ça permet, de repasser par quelque chose de plus clair, et donc à ce moment-là ça permet de dire oui, moi aussi je suis intéressée, ou désolé mais je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là, donc on va arrêter là la relation. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la stratégie de coping de rationalisation à intellectualisation. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Voilà. Et du coup, il y a une autre nature de personnes qui sont des prédateurs, ce sont ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les pervers narcissiques? Alors moi, je connais très très mal. Je pense que je suis pas la mieux placée pour répondre à cette question. Je peux peut-être répondre à ma propre question alors. Donc les pervers narcissiques, en fait, c'est alors pour employer une formule un petit peu imagée, on imagine que tu rencontres une personne que tu trouves absolument très impressionnante et très qui t'impressionne à de nombreux niveaux, et qui te promet un grand gâteau. Elle va t'offrir quelque chose dont tu as fort besoin, et toi tu en rêves de ce grand gâteau. Et dans le cadre de votre relation, cette personne, ce pervers narcissique va t'offrir des petites miettes pour te dire, oui, le gâteau il existe vraiment, je sais faire tout ça. Et toi tu vas goûter aux petites miettes et tu vas te dire, mais c'est tout ce dont je rêvais. Cette personne va m'offrir ce grand gâteau, j'en ai absolument besoin. Mais sauf qu'en fait, la relation qui va continuer après ça, la personne ne te donnera jamais le grand gâteau, mais il y aura une relation type dominant-dominé, quoi, où tu seras manipulé pour être en permanence en adoration face à ce pervers narcissique. Et ça, c'est typiquement on est en plein dans l'implicite, dans quelque chose qui n'est pas explicité. Et là, oui, effectivement, moi, je peux dire que j'ai à 2 reprises dans les dernières années, avant que je commence à m'intéresser vraiment à l'autisme à un niveau psychologie sociale, je suis tombé dans le panneau au niveau dans 2 relations pendant très longtemps qui étaient de ce type-là. Et donc, s'il y a des autistes qui nous écoutent, méfiez-vous. Alors, je vais revenir un petit peu sur ton bouquin. Il y a un extrait que je voulais citer. Tu dis « Les femmes autistes ont du mal à s'imposer, elles évitent le conflit et recherchent l'acceptation des autres. Pour toutes ces raisons, oser un refus à une demande, quelle qu'elle soit, peut être particulièrement ardue pour elles. » Est-ce que tu te reconnais avant et après ton diagnostic? Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là ou pas du tout? Alors déjà, je précise que ça, effectivement, c'est tiré d'une recherche.
ces propos que j'ai eus dans le livre. Moi, est-ce que je me reconnais là-dedans ? Je me reconnais complètement là-dedans. Ce qui m'a énormément aidé sur la question de l'affirmation de soi, c'est l'hypnose. D'accord, ok, c'est intéressant ça. Et j'en parle parce que je me dis ça peut aider d'autres personnes, ça serait chouette. Ça c'était une de mes grandes demandes. Moi, c'est pas compliqué. J'avais 2 demandes principales, c'est me débarrasser de mon anxiété, et ça c'est toujours pas résolu malheureusement, et réussir à m'affirmer, à ne pas perdre mes moyens quand on me hurle dessus ou quand on vient me chercher, etc. Réussir à m'imposer, plutôt que de m'effondrer complètement ou d'être tétanisé et de passer 3 jours à ressasser le problème, enfin bref. Et en fait, l'hypnose m'a vraiment aidé sur la question de l'affirmation de soi. En 2 séances, ça a été complètement réglé. Ok. Incroyable, mais voilà. Ouais, incroyable. Moi, dans mon... de là où je suis, l'hypnose, ça m'a toujours paru comme étant, tu sais, hocus pocus, tour de magie, Patrick Sébastien, tout ça. Oui, et pourtant, tu vois, alors je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que je ne sais pas, je suis pas capable de dire comment ni pourquoi ça a marché, mais ça a marché, mais vraiment de façon extrêmement flagrante. Est-ce que c'est reconnu au niveau de la médecine, un psychiatre qui peut conseiller, l'hypnose pour vous, ça peut être une solution? Alors oui, j'en ai connu moi des psychiatres qui l'ont fait, mais par contre les psychiatres qui l'ont fait sur moi, ça avait jamais marché. Là, c'était une thérapeute qui n'était pas psychiatre, qui faisait que de l'hypnose. C'est quand même de plus en plus reconnu, malgré les réticences qu'on peut avoir à l'égard de l'hypnose. Mais après, ça dépend des praticiens-praticiennes, ça dépend aussi de la personne, de son ouverture. Voilà. Moi, je sais qu'avec cette praticienne-là, alors que ça n'avait jamais marché auparavant, mais avec cette praticienne-là, en 2 séances, cette question-là a été complètement réglée. Et donc, je remarque dans ton extrait que tu dis les femmes autistes. Et du coup, ce problème-là ne concerne pas les garçons? Eh bien, en fait, c'est pareil, c'est tiré d'un article qui parlait des femmes et des spécificités des femmes et des raisons pour lesquelles elles peuvent se retrouver dans des situations où elles sont agressées, vulnérables, etc. Je dis pas que ça ne concerne pas les garçons, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les garçons autistes aussi sont sujets, sont les proies des agressions sexuelles et autres. Mais après, je ne sais pas dans quelle proportion. Voilà. Et comme de toute façon, on sait que les femmes sont éduquées, c'est toujours la même question, sont éduquées à être soumises, etc. Bon, c'est sans doute d'autant plus vrai chez les femmes, en fait. Yes. Mais justement, puisqu'on parle des femmes autistes, moi j'avais envie de partager une petite histoire. Il y a quelques années, je connaissais une fille qui était autiste. Enfin, en fait, non, elle ne se savait pas autiste Asperger. Et c'est une fille qui partageait avec moi qu'elle avait une anorexie sévère. Elle ne mangeait pas ou très très peu. On a mangé ensemble un jour. Elle mangeait une tranche de pain et un peu de soupe. C'est tout pour la journée. Et donc ça allait assez loin puisque ça en arrivait au stade où elle était tellement mince, tellement maigre que elle ne voulait plus en fait. Il y avait de la part des médecins déjà une complète absence de la question de l'autisme mais carrément une grosse culpabilisation de mais c'est de ta faute, pourquoi tu ne manges pas, etc. Et voilà, enfin à l'époque je ne comprenais pas trop et j'étais là bon, je sais pas trop quoi te dire, il faudrait manger quand même. Et j'ai compris en fait des années plus tard plein d'éléments, comme le fait par exemple qu'elle avait un intérêt spécifique pour les avions. Un jour, on traversait la rue ensemble et elle a fixé l'avion comme si c'était le plus beau truc du monde qu'elle avait vu, alors que des avions, elle en avait vu certainement des milliers de fois avant. Elle suivait les trajets des avions dans le ciel pendant toute la journée, etc. Enfin, c'était un intérêt spécifique, quoi. Et donc, j'ai compris des années plus tard, en fait, que cette fille était très clairement, comme moi, autiste Asperger. Et d'ailleurs, c'était marrant. On s'ignorait tous les 2 autistes, mais on savait qu'on était pareil quand même. Donc ça, c'était assez chouette. Mais du coup, j'avais envie de te poser la question qui n'est pas simple, évidemment. Mais quand une personne s'ignore autiste, que nous, on sait qu'elle est autiste, et qu'on observe qu'elle est en intense détresse, l'anorexie à un niveau assez grave, qui est donc une conséquence typique de l'autisme chez les filles, est-ce que c'est à nous de se permettre de lui dire, tiens, je pense que tu es sur le spectre autistique. Est-ce que c'est à nous de le faire? C'est une question qu'on me pose très souvent et c'est vraiment délicat. Moi, ce que je dis, c'est que c'est très compliqué de le dire frontalement parce qu'on ne sait pas comment la personne peut réagir. Mais par contre, on peut planter une petite graine et dire ah bah tiens, l'autre jour j'ai vu telle vidéo, ça m'a fait penser à toi, ça peut peut-être t'intéresser, je vais t'envoyer le lien. Ou tiens, j'ai lu ce bouquin, je vais te le passer. Le bouquin de Julie Daché un peu par hasard. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Juste, hop, on donne l'information. Ah, j'ai pensé que ça t'intéresserait. Non. Et après, en fait, la personne s'en empare ou pas. Mais on peut pas faire beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est très très délicat
le dire. En plus, on peut se tromper aussi, hein, même si en général entre nous, on se reconnaît, surtout une fois qu'on a compris qui on était et tout ça. Après, c'est facile de repérer les autistes autour de soi, mais c'est quand même très délicat de dire frontalement, bah voilà, je pense que tu es concerné, Donc là, tu viens de ruiner mon plan puisque j'allais envoyer ce podcast à plein d'amis en furte sans leur dire pourquoi. Désolé. Voilà. Et ben du coup, est-ce que ça pose la question de cette espèce de détresse qu'on ne sait pas attribuer, sur laquelle on ne sait pas poser un mot, le mot autisme. Est-ce que la situation inverse est possible ? Est-ce qu'on peut être un autiste qui s'ignore, mais pas du tout être en détresse ? Ou bien est-ce que la détresse est inévitable quand on est autiste ? En fait, la détresse est inévitable, mais pas parce que la détresse, elle est intrinsèque à l'autisme. C'est ça, oui. Encore une fois, c'est sociétal, c'est politique, c'est... Exactement. Et ça, c'est intéressant parce que, alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a une recherche qui en parle précisément et qui parle notamment de la question du suicide, en fait. Et je crois, alors de mémoire, ça doit être 70% des personnes dites Asperger qui ont déjà... tenter de se suicider ou envisager de se suicider. Et pourquoi ? Eh bien, la première raison qui vient à ça, ce sont les situations de discrimination répétées qu'elles ont subies dans leur vie et qui les ont poussées au suicide, en fait. Donc, je crois que c'est très compliqué d'être autiste, qu'on sache qu'on est autiste ou pas, et de ne pas être en souffrance, parce qu'en fait, nos comportements sont atypiques, nos comportements violent les normes sociales en vigueur, nos comportements sont mal interprétés, et donc forcément, on va sans cesse être dans des situations où on va être harcelé, stigmatisé, discriminé. Donc, évidemment qu'après, il y a de la souffrance. Mmh. Et donc cette souffrance, cette anxiété, tu évoquais tout à l'heure que l'hypnose, ça t'a aidé avec ça ? Ça m'a aidé sur la question de l'affirmation de soi. Ouais. L'anxiété, j'ai pas encore trouvé de solution. Donc je suis D'accord, ok. Mais donc j'allais te demander, est-ce que tu as d'autres solutions que l'hypnose pour ces personnes qui sont proches du suicide ? Moi, je sais que ce qui m'a aidé au quotidien, au niveau de la gestion de mes émotions, c'est d'avoir une hygiène de vie extrêmement stricte. Là, malheureusement, je me suis blessée il y a 2 semaines, donc je peux plus le faire, mais j'en étais arrivée à un stade où je faisais du sport tous les jours, 1 heure de sport intensif tous les jours. Je mange de façon très équilibrée, je mange pas de sucre, je mange pas de gluten, parce que bon, j'ai testé et j'ai vu qu'effectivement ça m'aidait aussi. Je mange pas de produits d'origine animale, mais là c'est plus par conviction. Mmh. Et ça m'aide, avoir une alimentation très très équilibrée, un rythme de vie où je me couche tous les soirs vers 22h, 22h30, pas plus, j'essaye de dormir le plus possible, je fais du sport, ça m'aide à mieux gérer mes émotions. Mais bon, là j'ai pu me le permettre ces derniers temps parce que j'étais au chômage, mais en travaillant à temps plein, c'est compliqué aussi de pouvoir se faire à manger, de pouvoir faire du sport, donc bon. Ouais, je suis très jaloux puisque moi mon hygiène de vie est absolument chaotique, donc faudra que je m'occupe de ça. Dans ton livre, tu évoques aussi ce qu'on appelle le processus d'individuation. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi ça concerne les personnes autistes ? Oui. Alors en fait, le processus d'individuation, ça c'est un concept que l'on doit à Jung. Il explique Jung qu'il y a d'une part chez nous ce qu'il appelle la persona. Et la persona, c'est ce personnage social qu'on construit depuis tout jeune, du fait de contraintes extérieures. C'est ce rôle social que l'on va jouer, et ça je dis on, mais c'est on au sens large, autiste et non autiste, que l'on va jouer à la face du monde. On sait bien que on joue un petit peu un rôle quand on est au travail, ou parfois quand on est avec ses amis, etc. Donc ça, c'est la persona, c'est le personnage social. Et on a aussi l'ombre. L'ombre, c'est quoi ? Ce sont toutes les parties de nous que l'on a reléguées au second plan parce qu'on ne les juge pas désirables ou parce qu'on n'a pas pu les exprimer en fonction du contexte dans lequel on est, etc. Et arrivé à un certain moment dans la vie de la personne, souvent aux alentours de la quarantaine, la persona, donc le personnage social, va se fragmenter et l'ombre va pouvoir enfin revenir à la surface et s'exprimer. Et donc là, on en arrive au stade où petit à petit, on va se reconnecter à soi-même, à son moi profond. C'est un petit peu cette citation de Pindar, deviens ce que tu es. C'est un peu ça l'idée. Et chez les personnes autistes, ça a du sens parce qu'en fait, j'ai remarqué, lorsque j'ai fait des entretiens avec des personnes autistes, que le diagnostic d'autisme, quand il est posé à l'âge adulte, il agit vraiment comme une sorte de détonateur du processus d'individuation. C'est-à-dire qu'on a joué un rôle de façon tellement poussée pendant tellement longtemps, on a fait semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas, on s'est normalisé, entre guillemets, on a été tellement loin qu'à un moment donné, quand le diagnostic tombe, on se dit ok, je vais arrêter de faire ça ne fonctionne pas, et je vais être qui je suis, et je vais enfin être moi-même, et je vais enfin m'exprimer et me respecter. Et donc ça, c'est assez flagrant, et ça arrive aussi chez les personnes qui, par exemple, ont des maladies très très graves,
pareil, ça les fait remettre tellement de choses en question que ils et elles vont s'engager dans un processus d'individuation en conséquence. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très imagé, hein, le côté le masque se brise et l'ombre se libère. C'est presque un film de Miyazaki. Oui, quand on parle de cette libération, moi j'ai envie de tisser un lien avec la question de l'émancipation. Est-ce que, de nouveau, hein, je reviens avec ça, mais est-ce que ce moment où on se libère de ce masque, est-ce que c'est pas aussi le moment où on est plus en capacité de se libérer des autres conventions? Oui, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, c'est de toute façon une remise en question qui est globale. Donc oui, je pense que ça peut aller ensemble, effectivement. Oui. D'accord, ok. Et donc tu défends vraiment cette idée que les personnes autistes ont la chance de pouvoir sauter le pas plus rapidement que les neurotypiques qui vont avoir ce processus d'individuation plutôt vers 40 ans et d'envoyer un peu valser les conventions en même temps. Oui, alors attention quand même, oui. hein, parce que disons que moi j'essaye souvent de voir le verre à moitié plein. Mais ça se fait dans la souffrance. Hein. Ah oui, c'est sûr. Oui. Ça se fait quand même dans la souffrance, hein, on est bien placé pour le savoir. Mais au moins, on peut avoir cette satisfaction-là de se dire, eh bien voilà, c'est vrai qu'on en arrive à un stade dans nos vies, on se dit, bon, perdu pour perdu, je vais être moi-même, quoi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. La seule chose, c'est que je ne vois pas très bien à quoi ça ressemble chez les neurotypiques. C'est quoi? On parle de la crise de la quarantaine, en fait? C'est ça. Ok. C'est le processus d'individuation, c'est complètement ça. J'ai 24 ans et j'ai interviewé il y a un mois un monsieur qui s'appelle Jérôme Collin et qui parlait de sa violente crise de la quarantaine. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que du coup, moi, Otis Asperger, qui ai fait mon process, je pense avoir fait mon process d'individuation, est-ce que du coup, je suis immunisé contre la crise de la quarantaine? Je sais pas, on en reparlera dans 16 ans. Ouais. Mais je pense qu'en tout cas, il y a des chances, oui, que ça soit moins violent que chez d'autres. Oui. Ok, mais tu me préviendras en tout cas quand tu y seras. Oui, avant toi. Oui, c'est ça. Julie, on arrive à la fin de ces 70 minutes ensemble. Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci maintenant que tu as obtenu ton doctorat exactement? Est-ce que tu as un projet à teaser, quelque chose sur lequel tu travailles? Alors, je donne des conférences. D'accord. En France et ailleurs, auprès d'associations, d'entreprises, sur la question de l'autisme en entreprise. Donc là, je présente les points forts et avantages adaptatifs des personnes autistes et tous les aménagements à mettre en place du recrutement jusqu'à la prise de poste. Donc c'est vraiment une intervention qui est assez opérationnelle, pratico-pratique. Et une autre intervention que je donne aussi, qui s'appelle Autisme, changer le regard, qui là vise à prendre un petit peu de hauteur par rapport à la définition clinique de l'autisme et justement faire un détour par la question de la subjectivité au sein de la psychiatrie, etc., etc. Donc plus théorique. Donc je donne des conférences comme ça un petit peu partout. Et puis j'espère pouvoir reprendre bientôt la recherche, l'enseignement. Donc donc c'est ton activité un petit peu intermédiaire entre le moment où la recherche se relance, tu donnes des conférences. Exactement. Ça et ça se passe bien les conférences? Oh très bien. Ouais, j'ai de super bons retours et ce qui est génial, c'est que les gens qui m'ont fait travailler me ressollicitent. Donc ça, c'est bon signe quand c'est comme ça. Donc je suis très contente. Excellent. Julie, alors on va juste plugger un petit peu ton histoire. On le disait, tu as publié un livre qui s'appelle Dans ta bulle. Les autistes ont la parole, écoutons-les. C'était en 2018, il me semble, avec une préface justement de Joseph Chovanec qu'on évoquait plus tôt. Tu as publié aussi une bande dessinée qui est absolument magnifique, qui est dessinée par Mademoiselle Caroline, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, La différence invisible, qui parle donc... Mais c'est ton histoire en fait, hein, si je comprends bien, dans les grandes lignes. Oui, c'est mon histoire dans les grandes lignes, juste avant le diagnostic et juste après. Et en fait, La différence invisible, depuis sa sortie, elle a été traduite en plusieurs langues, et notamment en japonais. Et alors ça, je peux vous l'annoncer, on a appris récemment avec Caro que La différence invisible avait reçu un prix au Japon. Nice. Et donc on est invité fin mai à passer quelques jours au Japon pour recevoir notre prix et faire des interventions là-bas. Donc on est complètement hystérique. On a hâte d'y aller. Mais l'autisme au Japon, ça doit être super intéressant parce que là-bas ils sont justement très fort enfermés dans plein de conventions, dans des règles, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de faire, etc. Mais justement, je suis très curieuse de voir là-bas comment le culturel interagit avec cette question-là. Oui. Ouais, parce que je pense que ça va être très intéressant. Ok, mais tu nous raconteras, ça m'intéresse très fort aussi. Bien sûr, je te dirai. Oui. Alors, et enfin, on peut te retrouver sur Twitter puisque tu as un compte. Rappelle-moi, c'est Julie Daché, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Julie _Daché. C'est ça.
Et tu donnes également, si je ne me trompe pas, du coaching. Tu fais du coaching Oui, pour je fais un petit peu de coaching auprès de personnes autistes diagnostiquées. D'accord. Donc sur Nantes, qui est la ville où je vis. Voilà, et ça c'est chouette aussi. Je suis contente de pouvoir être utile de façon concrète en fait auprès de mes camarades. Donc, yes. Et quoi, c'est une activité qui est alors remboursée par les soins de santé Non, malheureusement. Non, parce que déjà, la psychologie ne l'est pas, le coaching non plus. Donc non, malheureusement, c'est pas remboursé. Ici, la psychologie, c'est remboursé en petit degré, pas assez. C'est bien déjà, c'est mieux que chez nous. Ouais. C'est 15 € sur 60. Ah, voilà. Bon. c'est toujours ça. Oui, c'est toujours ça. Excellent. Julie, c'était un immense plaisir de te recevoir, franchement. Merci pour l'invitation. J'espère que j'ai été claire parce que je suis super fatiguée aujourd'hui et j'espère que ça n'a pas été trop... Ça ne s'est pas du tout entendu. Bon, en tout cas, une chose est claire, c'est que si un jour tu donnes une conférence à Bruxelles, tu m'appelles tout de suite. Oui. Je viendrai, j'amènerai la tribu autiste bruxelloise. Avec plaisir. Eh bien, Julie, merci beaucoup pour ces 70 minutes passées ensemble. Et chers auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir. C'est déjà tout pour ces 70 minutes avec Julie Daché. Merci à toi Julie, et j'ai passé un super moment. Avec ce 3e épisode, je pense qu'on a bien couvert le sujet de l'autisme et c'est la dernière fois qu'on en parle dans ce podcast avant un bon moment. Dans le prochain épisode, on parlera politique puisque les élections fédérales, régionales et européennes ont eu lieu en Belgique la semaine dernière. Vu que c'est un épisode qui concerne l'actualité, il sortira exceptionnellement dans 1 semaine et pas 2, contrairement à ce que je disais à Julie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura des choses à débriefer avec la grande ascension de l'extrême droite, la possible intervention de la Russie dans nos élections et surtout la grande difficulté qu'on aura à former un gouvernement avant un bon moment. Je serai accompagné pour cela par 3 politiciens et politiciennes, à commencer par Barbara Tracht, députée écolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Els Ampe, qui est député Open VLD à la région bruxelloise, ainsi que le socialiste Rachid Madran, qui est ministre bruxellois pour l'aide à la jeunesse. Enfin et surtout, on débriefera tout ça avec l'excellent Frédéric Chardon, journaliste politique pour La Libre Belgique. À très bientôt, salut!